C'était un discours au milieu d'un champ de mines. Il y avait ceux pour qui Napoléon ne méritait aucun honneur. Il a fait un coup d'État, il a aboli la République. C'est évidemment un problème de le célébrer dans la République alors qu'il a aboli la République. Des opposants au sein même du gouvernement. Pour ou contre Elisabeth Moreno, la célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon? Pourquoi ça vous fait rire? Ça vous fait rire? Non, mais ça me fait sourire parce que Napoléon était l'un des plus grands misogynes que j'ai jamais lu. Il y avait ceux pour qui renoncer à célébrer Napoléon était un aveu de faiblesse. On voit là la médiocrité et les obsessions de notre époque, qu'il aurait balayé d'un revers de main. Au moins au XIXe siècle, les enjeux étaient quand même plus hauts. Et il y avait aussi ceux qui ont essayé de prendre un peu de hauteur. Sachons nous pencher sur notre passé avec mesure et discernement, sachons reconnaître les mérites et dans cette vaste fresque de la France moderne que nous nous efforçons de poursuivre, sachons ne pas réduire les grandes dates et les grands hommes à de petits slogans. Quoi qu'il en soit, l'Élysée a tranché, on ne cancelle pas Napoléon. Mais, dans son discours, Emmanuel Macron a quand même précisé « Nous sommes rassemblés ce jour. Non pas pour nous livrer à une célébration exaltée, mais pour une commémoration éclairée. » Qu'est-ce que c'est que ça ? Emmanuel Macron a donc décidé de prononcer un discours d'hommage à Napoléon le jour des 200 ans de sa mort. De façon générale, les discours de commémoration sont des objets rhétoriques intéressants. Mais voici la victoire de ce silence atrocement payé. Le destin bascule. Chef de la résistance, martyrisé dans des caves hideuses. En l'occurrence, la polémique qui entoure le personnage de Napoléon rend l'exercice plus difficile, donc plus intéressant. Commençons par dégager la structure du discours. Il comprenait 5 temps. Emmanuel Macron commence par justifier le fait qu'il prenne la parole. Se taire aurait été une inacceptable compromission. Les vraies conquêtes, les seules qui ne donnent aucun regret, sont celles que l'on fait sur l'ignorance. Si je cite ces mots, ce n'est pas simplement parce qu'ils furent écrits par Napoléon Bonaparte le jour même de son élection ici à l'Institut, mais parce qu'ils décrivent en quelque sorte ce qui nous réunit sous cette coupole: la lutte contre l'ignorance, l'amour du savoir et de l'histoire, et la volonté de ne rien céder à ceux qui entendent effacer le passé au motif qu'il ne correspond pas à l'idée qu'ils se font du présent. Après avoir justifié le fait qu'il prenne la parole, Emmanuel Macron va justifier l'importance de son sujet. Pourquoi commémorer Napoléon? Pourquoi ce personnage? Parce que nous lui devons beaucoup. Pour venir ici, à l'Institut de France, vous avez traversé Paris, et sans doute êtes-vous passé devant l'Arc de Triomphe, l'église de la Madeleine, la colonne Vendôme. Peut-être avez-vous traversé le pont d'Austerlitz ou d'Iéna, parcouru la rue de Rivoli. Ces chefs-d'œuvre d'architecture et d'urbanisme, toutes ces références, nous les devons aussi à Napoléon. Ceci étant posé, Emmanuel Macron va consacrer un 3e temps de son discours à la justification, en prenant une distance critique vis-à-vis de l'œuvre et de la vie du personnage. Il va distribuer les bons et les mauvais points. Napoléon, en 1802, vous l'avez là aussi évoqué, a rétabli l'esclavage que la Convention de 1794 avait aboli. En 1848, avec Victor Schœlcher, la Deuxième République a réparé cette faute, cette trahison de l'esprit des Lumières. Elle a honoré au Panthéon ceux qui, comme Toussaint Louverture ou l'abbé Grégoire, portèrent alors le flambeau de l'universel. L'objectif étant d'anticiper les critiques de ceux qui s'opposaient à l'hommage. Ces précautions oratoires étant posées, Macron va entrer dans un 4e temps de son discours, celui que je trouve le plus pertinent, nous y reviendrons, où il va extraire des enseignements de la vie de Napoléon. On aime Napoléon parce que sa vie a le goût du possible. Parce qu'elle est une invitation à prendre son risque, à faire confiance à l'imagination, à être pleinement soi. Et finalement, dans un 5e temps, Emmanuel Macron va faire ce qu'on appelle un paradigma, une analogie historique, utiliser le passé pour éclairer l'avenir. Lorsqu'il dit ça... Mais le fait est qu'après des mois d'échecs, de France assiégée, de violences latentes, Napoléon sut incarner l'ordre.
Le fait est qu'après des mois de tâtonnement et d'hésitation, il sut donner une forme durable à la géniale intuition révolutionnaire de souveraineté nationale. On sent qu'il parle aussi de notre époque, qu'il essaie de faire passer cette idée que peut-être il se situerait dans les pas de Napoléon, qu'il serait cet homme qui parviendrait à remettre la France en ordre et en marche. Ce n'est pas très judicieux, nous y reviendrons. Mais d'abord, je voudrais souligner certaines choses que j'ai appréciées dans ce discours. La première, c'est l'érudition. Aigle et ogre, Alexandre et Néron, incarnation de la liberté autant que de la répression policière. Il pouvait en effet être à la fois l'âme du monde décrite par Hegel à Iéna et le démon de l'Europe. Il y a des références intéressantes qu'on peut creuser si on le souhaite. Effectivement, Hegel a été inspiré par la vie de Napoléon, et dans une lettre d'octobre 1806, il écrivait « J'ai vu l'empereur, cette âme du monde, sortir de la ville pour aller en reconnaissance. C'est effectivement une sensation merveilleuse de voir un pareil individu qui, concentré ici sur un point, assis sur un cheval, s'étend sur le monde et le domine. » J'ai aussi apprécié le travail d'invention, la recherche d'idées originales. Ce que nous sommes, nous, Français, une société historique, un pays de temps long qui avance sans effacer, sans nier ni renier, mais en réinterprétant sans cesse, en reconnaissant, en cherchant à comprendre. Une nation palimpseste qui reçoit les héritages sans testament. C'est pas mal ça, quand on sait qu'un palimpseste, c'est un parchemin dont on a effacé l'écriture pour écrire un nouveau texte. Et puis, il y avait également un travail sur le style, avec notamment ceci que je classerais comme un chiasme. De l'Empire, nous avons renoncé au pire, et de l'Empereur, nous avons embelli le meilleur. C'est peut-être un peu trop, mais ça fait le travail, parce que ça marque l'esprit. Et finalement, la conclusion qui s'adressait aux lycéens m'a semblé sobre et juste. Vous êtes lycéen. Comme Français, vous vous inscrivez dans cette histoire. Vous n'en êtes ni les responsables, ni les gardiens. Vous pouvez l'aimer, comme la critiquer. Encore faut-il l'apprendre, la connaître. Mais elle est là. Elle vous construit. Viatique pour affronter ce siècle, elle fait partie de vous. Et vous avez à la continuer. Ceci dit, il y a une chose qui me chagrine. Alors, comment évaluer s'il s'agit ou non d'un bon discours? La clé, c'est d'être clair sur le genre dans lequel il s'inscrit. Ça, c'est votre première tâche d'orateur. Être orateur, c'est être stratège. C'est vous demander 1. Dans quelle situation je prends la parole, 2. Quel objectif je dois viser dans cette situation, et 3. Quelle technique rhétorique je vais mettre en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif. Et on sent que dans ce travail de préparation, Emmanuel Macron a été trop focalisé sur l'opération de déminage. Les 3 premières parties de son discours sont dans le registre de la justification. 1. Voilà pourquoi je devais prendre la parole. 2. Voilà pourquoi je ne pouvais pas faire l'impasse sur mon sujet. Mais 3. Ne vous inquiétez pas, je suis capable d'être critique vis-à-vis de Napoléon. Qu'aurait-il pu, et selon moi dû, faire à la place? Il aurait dû faire un authentique discours épidictique, c'est-à-dire un discours qui vise à renforcer l'adhésion aux valeurs communes en créant un sentiment de fierté, une volonté d'imiter un membre illustre de la communauté. Et avant de vous donner une idée concrète de ce à quoi ça peut ressembler au plan rhétorique, je voudrais qu'on aille un peu plus loin dans la théorie, parce que c'est important de bien distinguer le discours épidictique de 2 genres apparentés, le discours historique et le discours de mémoire. Le discours historique doit viser un idéal de vérité et d'objectivité. Il s'agit de s'efforcer de raconter les choses telles qu'elles se sont passées en s'appuyant sur des sources et en essayant de comprendre sans juger. À quoi ça sert? Ça sert à engranger de l'expérience, à avoir une idée des choses qui ont marché et des choses qui n'ont pas marché par le passé. Ça sert à éviter de reproduire les mêmes erreurs tout en sachant que toutes les analogies avec le passé ont leurs limites. Le discours de mémoire de son côté s'inscrit plutôt dans une démarche communautaire. Il s'agit d'entretenir le souvenir des martyrs
partir de la communauté, de s'assurer que les vivants portent une part des souffrances de ceux qui les ont précédés. Sur la différence entre histoire et mémoire, je voudrais vous lire un extrait des 12 leçons sur l'histoire d'Antoine Pro que je vous recommande. Nous sommes envahis, submergés par un patrimoine proliférant qui n'est plus d'aucune façon constitutive d'une identité commune, mais qui se fragmente en une multitude d'identités locales, professionnelles, catégorielles, dont chacune exige d'être respectée et cultivée. On fait valoir sans cesse le devoir de mémoire, mais rappeler un événement ne sert à rien, même pas à éviter qu'il ne se reproduise si on ne l'explique pas. Il faut faire comprendre pourquoi et comment les choses arrivent. On découvre alors des complexités incompatibles avec le manichéisme purificateur de la commémoration. On entre surtout dans l'ordre du raisonnement, qui est autre chose que celui des sentiments, et plus encore des bons sentiments. Je ne serai pas aussi hostile qu'Antoine Pro au travail de mémoire. Je pense que les sociétés en ont besoin. Par contre, c'est un travail qui ne concerne pas le chef de l'État, ça concerne la société civile. Le chef de l'État n'a pas vocation à poser un genou à terre ici ou là, précisément parce que c'est dans la mesure où il transcende les communautés qu'il peut contribuer à une nation plus apaisée. Quel registre devrait-il donc adopter? Dans le cadre d'une commémoration, la parole du chef de l'État ne doit ni se confondre avec un discours d'histoire, ni se confondre avec un discours de mémoire. Sa parole doit être épidictique. Elle doit viser à ce que son public se sente plus fier, plus apaisé, plus déterminé. Et je vais vous donner un plan de discours qui permet de faire ça. Premier temps de votre discours, il était une fois. Vous attaquez sur un mode narratif. Napoléon était issu d'un milieu modeste. C'était un élève turbulent et bagarreur. Il avait certes quelques dispositions en calcul, mais aucun de ses professeurs n'aurait jamais imaginé que le 2 décembre 1804, il serait sacré empereur. Comment a-t-il fait ? Donc l'idée, c'est d'embarquer le public, parce que si, comme Macron, vous commencez sur le mode de l'argumentation ou de la justification, vous appelez les objections, et après ça, ça va être très difficile de vous situer au-dessus de la mêlée. Deuxième temps, une fois que vous avez capté l'attention du public, vous allez essayer de la maintenir en instaurant du suspense. Vous allez donc plonger votre public au cœur de l'événement le plus décisif, le plus dramatique, de la vie du personnage auquel vous rendez hommage. La bataille d'Austerlitz pourrait convenir. Un vaste rectangle de 8 km sur 12. C'est là qu'aurait lieu le combat décisif. Napoléon est à la tête d'une armée de 70 000 hommes. Face à lui, une coalition de Russes, d'Autrichiens soutenus par les Anglais. En tout, 85 000 soldats, ce qui leur donne sur Napoléon un avantage certain, insurmontable peut-être. Ce serait mal connaître notre homme. Et le cœur de votre discours, c'est ce qu'Aristote appelait l'amplification. Vous allez présenter les actes de la personne dont vous faites l'éloge comme des indices de sa vertu. Face à un tel déséquilibre des forces, beaucoup auraient battu en retraite. Pas Napoléon. Refusant de céder à la facilité, il sut compenser son manque de ressources par un surplus d'ingéniosité. Et c'est bien sur le plan psychologique qu'il gagna la guerre. Faisant mine de reculer, de négocier, il donnait à ses adversaires un excès de confiance qu'ils allaient payer cher. Vous allez donc sélectionner un événement et tâcher de le rendre captivant et édifiant. Et puis dans un troisième temps, vous allez tirer les leçons de cet événement. Et là, certains passages du discours de Macron pourraient convenir. La vie de Napoléon est d'abord une ode à la volonté politique. À ceux qui jugent les destins figés, les existences écrites à l'avance, le parcours de l'enfant d'Ajaccio devenu maître de l'Europe démontre clairement qu'un homme peut changer le cours de l'histoire. Le problème, c'est qu'au lieu de s'installer dans la narration d'un événement précis, il va sauter d'un fait à l'autre, comme s'il voulait absolument cocher toutes les cases, rendre la meilleure copie. Les canonnades de la campagne d'Italie, l'entrechoquement des sabres d'Austerlitz, les suppliques grelottantes des soldats de la Grande Armée engagés dans la campagne de Russie. Le résultat, c'est qu'il va exciter l'intellect du public au lieu de le prendre aux tripes. Finalement, le dernier temps de votre discours, c'est un retour au présent. Et ça, dans une certaine mesure, c'est ce que fait Macron. Mais on sent qu'il est plus soucieux d'écrire l'histoire de sa présidence que de chercher à galvaniser son public. Et pourtant, c'est ça la fonction d'un discours épidictique. Ce n'est pas que les gens se disent « bravo, il a fait un joli discours ». Non, c'est que le public se dise « je suis fier d'appartenir à une nation dont est sorti des hommes comme Napoléon et je vais tâcher de m'en montrer digne ». Ça peut donner quelque chose comme ça. Nous vivons, il est vrai, des temps difficiles. C'est dans ces moments que vous devez sentir sur votre épaule la main ferme et bienveillante des illustres Français qui nous ont précédés. De là où ils sont, ils nous regardent et ils nous disent « relevez la tête, nous sommes avec vous ».
Et une fois votre discours terminé, bien sûr que les débats vont reprendre. On dira que ce n'était pas si simple, qu'il aurait fallu parler plus de ci et un peu moins de ça. C'est normal que la critique circule, c'est ce qui fait notre honneur de démocratie. Mais pour que démocratie ne rime pas constamment avec zizanie, prenons parfois le temps de taire les rancœurs pour faire place à ce qui nous rend fiers, à ce qui nous gonfle le cœur. Nous sommes un peuple héroïque, à l'histoire immense. Vive la République et vive la France!